Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce jeudi 3 octobre. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Les loyers des étudiants de l'université logés par l'OPH sont censés augmenter car l'Office accuse un déficit de 35 millions dans ce domaine. Après une réunion tendue hier, certains étudiants ont dénoncé ces augmentations de loyers qui ont donc pour l'heure été suspendues. Le ministre de la Santé enchaîne les réunions avec les représentants syndicaux et les patrons, les forces vives du pays. Au cœur des échanges, la réforme de la protection sociale généralisée dont l'application sera étalée sur 3 années. Ils sont formés à l'utilisation d'un ordinateur pour avoir les outils pour s'insérer professionnellement. C'est ce que l'on appelle l'inclusion numérique. Pour certains, les nouvelles technologies, c'est un jeu d'enfant, mais pour d'autres, c'est tout nouveau. Il est acteur, humoriste, auteur, metteur en scène et chroniqueur. Vincent Dedienne va donner 3 représentations de son spectacle, un soir de gala récompensé par le Molière de l'humour en 2022. Il est notre invité ce soir. Ces 3 représentations sont prévues ce week-end au musée de Tahiti et des Îles. La vague de Teahupo'o s'est réveillée hier et aujourd'hui grâce à une houle du Sud bien consistante. 2 mois après la fin des épreuves de surf des Jeux Olympiques, les surfeurs locaux ont fait le spectacle. Merci d'être avec nous. Gros coup de stress hier soir pour les étudiants bénéficiaires d'un logement à l'université. L'OPH a annoncé durant une réunion l'augmentation immédiate des loyers pour couvrir un déficit estimé à 35 millions. Certaines mensualités allaient même être multipliées par 10, impensable pour le syndicat étudiant. Heidi Enko et Dylan Fels se sont penchés sur la problématique de la précarité étudiante et particulièrement du logement. La décision était tombée comme une massue hier soir. Des loyers qui passent de 2 000 à 20 000 francs sans aucune concertation. On nous a quand même dit ouvertement que si jamais on osait faire des trucs sur les réseaux, il faut faire attention, il y aura des répercussions. Ben, venant de personnes d'un service public qui est censé soutenir les étudiants, ça fait mal au cœur. Plein d'étudiants et étudiantes qui se retrouvaient un peu dépités parce qu'ils n'avaient pas du tout les moyens de payer. Il y en a qui ne sont pas du tout assistés par leurs parents et qui vivent qu'avec leur bourse. Du coup, c'est vrai que c'était difficile de sortir de la réunion et de savoir ça, qu'on a du coup 70 000 francs à rembourser d'un coup. Moi, j'ai ramassé mes copines du CHU en pleurs. Elles étaient inconsolables. J'ai passé une bonne heure à les consoler parce qu'elles ne savaient pas comment faire. Elles voulaient rendre leur logement et tout. Rendre le logement plutôt que de payer un arriéré de plus de 60 000 francs, pas le choix pour certains étudiants qui ne vivent qu'avec 20 000 francs d'aide par mois. Le système en place leur permet aujourd'hui de ne payer que les charges, soit 2 000 francs sous condition. L'État verse une aide en fin d'année et c'est l'OPH qui couvre ainsi les dépenses jusque-là. Avec le nouveau système, ce sont les étudiants qui payent. Ils doivent ensuite attendre pour se faire rembourser par l'OPH une fois que l'aide de l'État est versée. À 20 000 francs ou 30 000 francs de bourse, 20 000 francs pour le loyer et 10 000 francs pour leurs courses. Et après, à la fin du mois, qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger quoi en fait? Enfin, je ne sais pas, mais c'est à ce moment-là en fait que l'association avec Avenir Étudiants, nous nous sommes levés en fait pour avoir des réponses. Pour rappeler, l'UPH n'a pas modifié aujourd'hui les dispositions et l'usage qu'on a pris pour accompagner les étudiants. Donc hier soir, c'était quoi? C'était un malentendu? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Non, l'idée c'était certainement aussi de resensibiliser aussi les étudiants parce qu'il y a une responsabilisation aussi à avoir vis-à-vis du logement qu'on leur permet de disposer parce que c'est des logements qu'on entretient chaque année. D'ailleurs, ça coûte quasiment 90 millions l'OPH pour entretenir continuellement ces logements. Rétropédalage pour l'OPH qui rencontre en ce moment les étudiants pour les calmer, mais ce n'est pas suffisant pour le syndicat. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a beaucoup de problématiques à l'heure actuelle, que ce soit au niveau de la bourse, que ce soit au niveau des transports. Encore une fois, les cas de transport ne sont toujours pas arrivés alors qu'on perd la gratuité pour ceux qui n'ont pas la carte à partir du mois de novembre. Au niveau de l'aide au logement également. Est-ce que cette année, cette année, on reste comme on fait d'habitude, mais est-ce que l'année prochaine, on ne sera pas victime encore d'un changement d'avis de la part de l'OPH? Les étudiants manifesteront mercredi contre la précarité.
Affaire à suivre donc. À Rangiroa, le maire Tahuhu Mareura va prendre un arrêté de fermeture pour une partie du collège, une dizaine de salles ainsi que le réfectoire, car la commission de sécurité est passée dans l'établissement hier. Elle a émis un avis défavorable et le collège a 3 mois pour faire des travaux. Il y a des problèmes d'alarme incendie, une non-conformité des cuisines ou encore des bâtiments en état de détérioration avancée. Un signalement avait déjà été fait en 2003, mais les travaux préconisés n'avaient jamais été réalisés. MEDEF, CGPME, syndicats, chaque partenaire social a été reçu cette semaine par le ministre de la Santé. L'objectif, présenter les grands travaux de la fameuse réforme de la protection sociale généralisée, une réforme qui va s'étaler sur 3 ans avec 2 temps forts, le volet PSG et le volet santé. Au cœur des discussions cette semaine, le système d'affiliation aux différents régimes. Explication de Suliane Favnek et Mirko Vanfou. Mettre les personnes dans les bonnes cases, c'est l'idée de la réforme de l'affiliation des régimes de la PSG. Terminez donc la primauté des revenus, place à la multi-activité. En clair, un ressortissant salarié et patenté devra cotiser dans les 2. Quant au régime de solidarité, toute personne gagnant moins de 87 346 francs passera au RNS et c'est le pays qui la soutiendra. L'activité est le moteur de la PSG. Le moteur, c'est les cotisations. 4/7 du financement, ça vient des cotisations dans tout le système de la PSG. Donc, plus on va appuyer l'activité et la rendre bénéfique et les déclarations bénéfiques, et plus on pourra rendre notre système pérenne. Miser donc sur l'emploi, se baser sur une justice sociale, une démarche louable selon les confédérations syndicales, mais des interrogations demeurent. Moi, je me pose des questions sur la dérogation qui en est faite par rapport aux élus de l'Assemblée, parce que c'est une activité aussi. Et j'ai vu au niveau du projet de loi de pays qu'il n'allait pas être concerné par la déclaration. Il y a un autre souci, c'est qu'ils veulent faire payer par chaque régime des dépenses liées au nucléaire. Pour nous, il est inconcevable que ce soit nos régimes qui prennent en charge. Donc l'État, normalement, doit venir effectivement mettre la main à la poche et prendre en charge effectivement ces dépenses qui sont issues du nucléaire. Des réflexions sont donc encore à mener. Il s'agira ensuite de se pencher sur le volet santé, puis retraite. Et pour l'ancien ministre des Finances du gouvernement Fritsch, il faudra prendre des décisions difficiles. Ce qui peut sauver la protection sociale, à mon sens, c'est le courage politique. Il faut avoir le courage de dire « Ok, on va fiscaliser, ou on va augmenter le coût du travail, donc les taux de cotisation, ou on va baisser les taux de remboursement. » Le gouvernement de la Polynésie table sur 3 ans pour arriver à réformer cette PSG. Désormais, la stratégie a été posée, une direction a été donnée, avec cette volonté de co-construire ensemble cette réforme, attendue depuis près de 30 ans. Malgré un quartier général verrouillé, le bureau du Amui Tahir Aouténoun à Maohi a été constitué aujourd'hui par le nouveau président du parti, Bruno Sandras. L'assemblée générale pour former ce nouveau bureau a donc eu lieu à la mairie de Papeete. Aucun nom n'a fuité. Et dans ce contexte de tension en interne, le parti n'a pas souhaité communiquer. Bora Bora mise sur les énergies renouvelables depuis plusieurs années. La perle du Pacifique détient 22 installations photovoltaïques, majoritairement en autoconsommation. Grâce au projet BESS qui consiste à stocker l'énergie dans des batteries, la concession de Bora Bora pourra réutiliser cette énergie générée par le solaire dans le réseau. Le projet coûte 675 millions et va permettre de réduire l'utilisation de l'énergie thermique. Les détails avec Thierry Lehartel, le directeur d'exploitation d'EDT. Avec le projet, on va pouvoir atteindre jusqu'à 22-25% d'énergie renouvelable. Et il y a vraiment 2 aspects dans ce projet. Il y a le volet stockage d'énergie, mais qui permet de développer la filière de production et d'accueillir 5 MW crête de photovoltaïque supplémentaires qui sera porté par des porteurs de projets indépendants qui travaillent avec la commune.
Réduire la fracture numérique pour équilibrer les chances de chacun face à l'emploi, c'est un besoin en France et encore plus en Polynésie française. D'après une étude qui date de 2019, une personne sur 5 est incapable de communiquer via Internet. Les moins diplômés et les ultramarins sont parmi les plus touchés par le défaut d'équipement, mais aussi par le manque de compétences. Exemple à Papara avec les demandeurs d'emploi de l'association Tamanui que Nicolas Suir et Jérôme Lee ont rencontré. On est sur son compte Cefi ou pas? Oui. Ils ont entre 20 et 42 ans et sont stagiaires. Ils apprennent comment utiliser un ordinateur et comment surfer sur Internet. Car certains posent leurs doigts sur un clavier pour la première fois de leur vie. Ah non, je ne savais pas du tout comment on faisait, ni faire le mail, ni savoir utiliser le matériel. À quoi ça servait, les claviers, tout ça. Là. Près de 16 millions de personnes rencontrent des difficultés face au numérique en France. Les Outre-mer sont plus touchés que l'Hexagone. Pourtant, aujourd'hui, Internet est un outil indispensable pour la recherche d'emploi. Facebook, où il y a des groupes, il faut savoir utiliser, il faut savoir prendre son CV, le transférer sur le Messenger, enfin toutes ces choses-là, il faut vraiment apprendre à l'utiliser parce que si on ne le sait pas, et ben, du coup, on s'éloigne encore plus de l'emploi. Les stagiaires de Véronique, pour la plupart, font partie des revenus les plus modestes. Il manque d'équipements informatiques autant que de compétences numériques. C'est des personnes qui ont un très faible niveau de qualification, donc aujourd'hui c'est très difficile pour eux. Pour la plupart, vu qu'on est spécialisé dans les espaces verts, l'entretien de locaux, pour l'instant ça leur convient, ce genre de débouchés-là. Pour ceux qui maîtrisent l'outil informatique, l'étape suivante est la rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation. Les personnes qui viennent souvent faire la rater, c'est des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, mais par contre qui ont énormément d'expérience professionnelle. Dans ce cas-là, nous travaillons beaucoup sur les expériences professionnelles. Il m'a expliqué par rapport au métier que je visais, quelles étaient mes qualités, mes compétences, comment je pouvais mettre tout ça dans ma lettre de motivation. Nos stagiaires de l'association Tamanui de Papara n'en sont pas encore là. Ils font partie des 4,5 millions de Français qui n'ont pas accès à Internet et des 11,5 millions qui ne se sentent pas à l'aise sur le web. Alors que tout va mal pour Air Moana, tout va plutôt bien pour Air Tahiti, qui voit sa flotte renforcée avec un 11e avion, un ATR 72-600 d'une capacité de 70 passagers, propriété de la compagnie Air Calédonie. Ce leasing, c'est-à-dire cette location, sera effective jusqu'en août 2025. L'avion aux couleurs de la compagnie du Caillou a été béni ce matin et prendra son premier envol dans nos archipels d'ici la semaine prochaine. Il vient remplacer temporairement un avion d'Air Tahiti en révision technique pendant plusieurs mois. Édouard Vongfat, le directeur de la compagnie, nous parle de la stratégie d'Air Tahiti au micro de Jacques Damour. Alors en fin d'année, on va monter, avec l'arrivée d'un nouvel appareil prévu en décembre, on va monter de mémoire à 13 appareils. 13 appareils avant le départ de l'appareil qui est en leasing en janvier. Et donc ensuite, tout au long de l'exercice 2025, nous allons redescendre à 12 appareils. Pour ensuite remonter à 13 appareils au mois de mai, si tout se passe bien, puisque nous attendons là encore la livraison de nouvel appareil. C'est un acteur, humoriste, auteur, metteur en scène et chroniqueur français. Vincent Dedienne est en Polynésie pour présenter son spectacle, un soir de gala récompensé par le Molière de l'humour en 2022. Il va donner 3 représentations au musée de Tahiti et des îles. Vincent Dedienne est avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie. Déjà, premier voyage pour vous en Polynésie. Quelles sont vos premières impressions? Là, je commence juste. Je suis arrivé lundi. On est quelle journée? Vous voyez, je suis déjà un petit peu décalqué. On est jeudi. Je suis arrivé lundi soir et je commence à récupérer tout mon cerveau, mon corps. Je commence à récupérer mon sommeil et tout. Donc, ça va de mieux en mieux. Mais je suis ébloui, épaté. Merveilleusement heureux d'être ici. J'en ai rêvé très longtemps. Et vous êtes très attendu. Vous avez un public ici en Polynésie. Vous allez présenter votre spectacle, un soir de gala qui a été récompensé. Donc, vous allez incarner
plusieurs personnages représentatifs de la société actuelle. Alors, qui est-ce qu'on va rencontrer? Oh là là. Alors, je crois que dans le spectacle, je joue une dizaine de personnages, 9 ou 10, je ne sais plus. Et c'est tous des personnages, oui, qui me semblent être... qui ressemblent aux maladies de l'époque contemporaine. Enfin, par exemple, il y a un journaliste, mais il est plutôt journaliste il présente un journal à la radio. Mais lui, par exemple, il incarne pour moi tout ce que l'époque... représente d'hystérie et de rapidité et du fait qu'on a à peine le temps de vivre une information ou une émotion qu'il faut déjà la partager, la commenter et voilà. Et il y a d'autres gens comme ça. Il y a une grande bourgeoise qui vit seule et qui est trompée par son mari. Il y a une petite fille de 8 ans qui est au mariage, qui fout en l'air le remariage de son père. Il y a un vieux monsieur qui collectionne les enterrements de vedettes. Enfin, il y a plein de gens qui vont pas très bien, mais qui sont assez rigolos du coup à jouer et à regarder. Vous avez un style unique dans le monde de l'humour en France. Votre style est quand même très littéraire, pas beaucoup de vulgarité, voire pas du tout. C'est très différent des autres humoristes. Comment vous définissez, vous, votre style? Ah ben non, mais ça me fait plaisir ce que vous dites là, mais je dis comme vous venez de dire là. Avec des mots très soutenus parfois, qu'on n'utilise plus aussi des mots du vieux français que vous faites remonter. Oui, c'est quand même en France, on comprend tout ce que je dis. On comprend tout ce que je dis dans le spectacle, mais c'est vrai que j'aime bien... Avec mes co-autrices, Juliette Chéniaud, Anaïs Sarté, Malène Lemoine, on aime bien soigner l'écriture. C'est-à-dire qu'on aime bien passer... Comme on s'adore et qu'on aime bien travailler, on peut passer une demi-journée sur un mot, sur un adjectif, savoir si on le met là ou si on le met là. Ça nous plaît, mais parce que c'est comme ça que c'est drôle. Plus c'est... L'humour, c'est une mélodie, quoi. C'est-à-dire que c'est à une consonne près, c'est pas drôle, alors que sinon, ça déclenche le rire. Vous n'êtes pas que quelqu'un de drôle, puisque vous faites du théâtre, vous faites beaucoup de choses. Ça a été chroniqueur à la radio et également à la télé. Dernière question, vous avez besoin de cette variété dans vos métiers? Oui, c'est vrai. En tout cas, tant qu'on m'autorise à le faire, tant qu'on m'autorise à naviguer et à explorer tout ce que ce métier offre comme possibilité, je suis trop content de le faire parce que je m'amuse comme un petit fou. En tout cas, vos spectacles, ce sera vendredi, samedi et dimanche. Vous avez été invité par la Compagnie du Caméléon. Absolument. Merci beaucoup, Vincent De Dienne. On vous retrouve donc au musée de Tahiti et des îles. Ouais. À bientôt. À bientôt. La Houle du Sud est de retour à Teahupo'o 2 mois après la fin des épreuves olympiques. Les surfeurs locaux étaient bien sûr de la partie, dans des vagues d'environ 2,50 m à 3 mètres. Aujourd'hui, c'était parfait. Les surfeurs locaux ont donc fait le show. James O, Tim Pruvot. Elle était annoncée depuis quelques jours par Météo France. La houle longue de sud-sud-ouest a bien déferlé à Teahupo'o. Sur cette vague de plus de 3 mètres, un futur champion olympique assuré. Dans le sillage de son papa, Raimana Bombastolaire, Ruruki, 8 ans, n'a pas froid aux yeux. Ce matin, ils étaient une vingtaine sur le plan d'eau, des surfeurs évidemment, mais aussi des observateurs. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. C'est un vieux rêve qui se réalise enfin. J'ai vu des vidéos sur Internet, j'ai lu des magazines et là d'être au plus près de la vague, c'est incroyable. Témoins privilégiés de ce qui se déroule à Teahupo'o, les photographes et les capitaines de bateaux font aussi leur grand retour depuis la fin des JO. Et les JO terminés, ça intéresse toujours des riders? Ouais, carrément, mais ça a toujours intéressé les riders. Hein. C'est une vague mythique. Les JO, elle n'a jamais changé ça. Hein. C'est Chopo, c'est Chopo. C'est toujours bien de revenir après un calme pareil. Hein. Les JO, c'était très carré, hein, puisque c'était carrément militaire. En attendant la prochaine compétition, la vague mythique de Teahupo'o continue donc de faire parler d'elle. Et d'ailleurs, Météo France a annoncé une vigilance jaune pour forte houle sur une majeure partie du territoire. L'information principale de ce jeudi 3 octobre, gros coup de stress hier soir pour les étudiants bénéficiaires d'un logement à l'université. L'OPH a annoncé durant une réunion l'augmentation immédiate des loyers pour couvrir un déficit estimé à 35 millions. Certaines mensualités allaient même être multipliées par 10. Impensable pour le syndicat étudiant. Pour l'instant, l'OPH a suspendu cette décision, mais va trouver les fonds. À la une de Tahiti Info, demain, vendredi, OPT,
Le pays change les règles et jouera la montre. L'invité café de demain sera Vahine Rurua, docteur en archéologie polynésienne. Elle sera l'ambassadrice de la fête de la science qui débute demain à l'Assemblée de Polynésie. Dans votre petit écran ce soir, 2 épisodes de la série Mystery Road, les origines, puis le film Compromat à partir de 21h20, un thriller avec Gilles Lelouch dans le rôle principal. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Demain, retrouvez Cybèle Plichard pour vos journaux. On se quitte sur ces belles images de surf à Te Ahupu'o. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet